tous, bienvenue sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Avec un sujet sensible ce matin, terrible et passionnant aussi par ses ressorts psychologiques, les théories du complot. Quelques minutes après le drame de Strasbourg, Internet se faisait le relais de conspiration. Autrement dit, le gouvernement aurait manigancé l'attentat pour faire diversion en plein épisode des Gilets jaunes. Complot repris en masse par un certain nombre de citoyens, quelques Gilets jaunes aussi sur Facebook et sur Twitter. Est-on face à un phénomène social majeur et comment expliquer cette diffusion? Nos invités Robert Namias et Fabrice Epelboin que je vous présente font le tour de la question avec vous ce matin et vos réactions au standard d'Europe 1, Julie. C'est le 39 21, 50 centimes la minute. Vous appelez et on vous rappelle. Et puis à 10h donc, en dépit de ce climat bien noir, on s'intéresse au monde du cirque et à son évolution. Du cirque traditionnel au cirque contemporain, des grusses au cirque phénix, des clowns aux chevaux et aux acrobates. Comment décrire cet univers aujourd'hui? Quel public aussi pour applaudir ces numéros? Là encore, vos témoignages sont les bienvenus. Merci d'être avec nous jusqu'à 11h ce matin. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités qui vont décrypter l'apparition de la dernière théorie du complot reliant l'attentat de Strasbourg à l'épisode des Gilets jaunes. Fabrice Epelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Et Robert Namias est avec nous, grande voix d'Europe 1, ancien directeur de la rédaction de TF1. Bonjour Robert. Bonjour. Vous qui suivez aussi comme journaliste scrupuleusement tout ce qui se joue et ce qui se trame autour des fake news en particulier et de ces théories conspirationnistes et complotistes également, avec ces propos, des guillemets qu'on a vu fleurir, comme par hasard, un attentat qui survient en pleine revendication des Gilets jaunes, avec un exécutif en très mauvaise posture, rumeurs diffusées, relayées très rapidement. Est-ce qu'on sait, Fabrice Epelboin, qui a allumé le feu de cette rumeur-là ? Non, ça va demander un peu de temps pour trouver le ou les coupables, parce que c'est une théorie conspirationniste tellement, j'allais dire, évidente, que les sources sont sans doute multiples. N'importe qui peut imaginer une telle théorie, et ce genre de théorie arrive régulièrement suite à un attentat. Oui, parce que ça pourrait être contre-intuitivement être l'inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, bah là, il y a même pas photo, il y a un attentat, il y a un drame, la tragédie est là, place au silence, c'est précisément l'inverse qui arrive. L'écrasante majorité au sein des Gilets jaunes comme ailleurs est plutôt sur cette position, mais il suffit de 2-3 excités pour tout d'un coup donner une impression totalement faussée. Et la théorie du complot, c'est un mécanisme assez classique dans un environnement dans lequel on trouve une panique. On trouve des théories du complot différentes, mais tout aussi infondées dans le clan du pouvoir en ce moment, notamment quand il s'agit d'avoir une paranoïa vis-à-vis d'un complot russe. Oui. C'est très caractéristique d'un environnement qui panique. Est-ce qu'il y a un média plus efficace qu'un autre en matière de diffusion de ces théories du complot ? La presse mainstream. On a eu hier une demi-douzaine d'articles dans des publications telles que Le Parisien, L'Express ou l'Obs sur le complot russe, qui, quand on regarde le rapport d'expertise qui a donné lieu à une première interprétation d'un journal anglais, une seconde interprétation pour ensuite rebondir dans la presse française, le rapport d'expertise ne montre strictement rien, si ce n'est une très faible activité qui n'a aucun impact sur le phénomène Gilets jaunes. Des personnes qui relaient ces rumeurs, Robert Namias, et qui ne réfléchissent pas aux conséquences de ces rumeurs, au choc que cela peut créer aussi dans l'opinion. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, je relève ce que vous disiez. Quelques Gilets jaunes ont repris ces thèses complotistes qui ont été diffusées dès le soir de l'attentat par l'un qui se présentait comme un leader, et dont je ne veux même pas donner le nom, tant sa vidéo était affligeante, abjecte, oui. Affligeante, disons-le, complètement abjecte. Oui, quoi. Bon, en gros, il faut le résumer, c'est-à-dire que cette rumeur-là, c'est de dire qu'au fond, c'est l'État, et pourquoi pas directement le président de la République, qui a organisé un attentat pour détourner l'opinion du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui, moi, me frappe, si vous voulez, alors ça reste, d'autant plus qu'on voit bien que quand on parle du mouvement des Gilets jaunes, maintenant, il y a sans doute une minorité, il y a une majorité silencieuse, dont on ne connaît plus l'opinion aujourd'hui. À propos de ce mouvement, on ne connaît plus l'opinion de la majorité silencieuse, malgré les sondages. Il y a une minorité silencieuse, et puis il y a une extrême minorité agissante, car maintenant ils sont 2000, 3000 à peine sur les ronds-points. Et vous voyez encore effectivement les chaînes de télévision, ou votre chaîne d'ailleurs, aller chercher sur les ronds-points les réactions. Et là, effectivement, moi je suis frappé. Parmi les plus durs, et ça n'est pas simplement le fait d'un ou deux excités qui font une vidéo, parmi les plus durs, parmi ceux qui vraiment sont installés dans le mouvement depuis un mois, il y a cette idée que c'est bel et bien, en effet, un complot
complot, alors pas forcément organisé par le président de la République, mais que cette affaire n'est pas claire. Et cette affaire n'est pas claire, pourquoi ? Parce que, au fond de tout ça, il y a d'abord une défiance fondamentale à l'égard évidemment des politiques, de manière générale, mais qui plus est à l'égard des médias, plus encore peut-être dans ce genre de situation où ce sont les médias qui rapportent les faits. Et la défiance est absolument générale. Alors, il y a 30 ou 40 ans, on en plaisantait. C'était la formule « on ne nous dit pas tout ». Et on en plaisantait. Là, on ne plaisante plus du tout parce qu'il y a effectivement une espèce de sentiment collectif qu'on ne nous dit pas tout, que les médias savent des choses qu'ils ne disent pas, et que leur connivence avec les politiques font qu'ils cachent la vérité au plus grand nombre. Heureusement, dans cette histoire, il y a eu des réactions saines, j'allais dire, Fabrice Epelboin. Par exemple, un certain nombre de gilets jaunes qui tiennent des pages Facebook, qui ont suspendu la possibilité d'écrire des commentaires, car ils ont vu que cette rumeur était terrible et écœurante. Donc on ne pouvait plus poster pendant plusieurs heures de messages, le temps que les choses s'apaisent un petit peu. Il y a eu cette... Il y a eu à la fois des réactions de responsables de groupes qui ont fermé les commentaires, et puis au sein des groupes, il y a eu des réactions extrêmement virulentes pour ceux qui lançaient ce genre d'hypothèse et qui étaient traitées de façon très très dure par l'ensemble du groupe. Donc il y a un mécanisme assez sain, on ne pourrait pas dire d'autorégulation, mais malgré tout, il y a une réaction qui est plutôt saine. Là où, dans la sphère des médias mainstream, il y a eu quelques réactions de journalistes pour contrer le complot russe, mais fondamentalement, il y a quand même eu un mouvement général et du pouvoir et des médias pour arriver avec un autre complot. Et là-dessus, les mécanismes d'autorégulation ne sont pas tout à fait au point, parce que c'est un phénomène assez nouveau que l'environnement médiatique se saisisse comme ça de complots et commence à les diffuser habituellement. Il fait lui-même preuve d'une certaine modération et d'autorégulation. On va revenir avec vous deux, messieurs Fabrice Epelboin et Robert Namias, sur cette main russe derrière, sur aussi le rapport de la rumeur en France, mais aussi aux États-Unis, où la crise du doute est permanente. Et puis voir comment une rumeur se diffuse, comment on cherche des éléments quand on crée une théorie du complot qui peuvent corroborer une thèse, justement, avec des incidences très sévères dans l'opinion, avec des rumeurs qui collent à la peau depuis des années. On vous donnera des exemples à l'appui. Et je donne la parole à Christophe dans un instant, qui nous appelle de Rennes et qui veut réagir sur ces théories complotistes. À tout de suite. Alors que quelques minutes après l'attentat de Strasbourg, mardi, certaines voix véhiculaient l'idée d'un complot, d'une manigance, d'un événement terrible, commandité quasiment par les autorités pour faire oublier l'épisode des Gilets jaunes. Messieurs, vous êtes là pour analyser la force de propagation aussi des réseaux sociaux aujourd'hui, qui donne une caisse de résonance évidente à ces théories, avec, je le disais, Fabrice Epelboin, des éléments qui peuvent corroborer une thèse. À partir du moment où il y a une fake news qui arrive comme ça, une rumeur, il y a des occurrences qui surgissent aussi. Par exemple, on a vu ce tweet de la préfecture du Grand Est avec le message suivant: événement en cours à Strasbourg, ne diffusez pas de fausses rumeurs. Un tweet dont certains ont montré qu'il était horodaté de 11h47 et non pas de 20h47. Alors là, on a imaginé les trucs les plus terribles. Ça a été prémédité, ce tweet a été préenregistré, envoyé ensuite. Voilà, par exemple, un fait très précis. Alors ça, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un journaliste qui a été faire une copie d'écran de ce tweet, et il se trouve que ce journaliste était sur le fuseau horaire américain. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il existe en France, comme dans tout un tas d'autres pays, une multitude de comptes Twitter qui sont censurés et non accessibles aux Français. Mais il suffit de changer de fuseau horaire et de se localiser ailleurs dans le monde pour avoir droit à la censure de la Turquie ou les États-Unis. D'accord. Évidemment, les États-Unis, sous l'égide du premier amendement, n'ont pas ce type de censure. Donc si vous voulez, en tant que journaliste, avoir un accès complet à Twitter et voir l'ensemble des tweets, vous êtes obligé de vous localiser aux États-Unis. Sinon, en France, vous avez une forme de filtre très important. Il a été interprété, ce tweet, et diffusé sous forme de capture d'écran comme preuve que cet attentat avait été totalement manigancé. L'explication est à la fois technique, intéressante sur l'outil, intéressante sur ce que ça dit de la censure en France opérée par les GAFA, et qu'on aurait pu donner une explication parfaitement rationnelle. Mais on s'est précipité dans une explication qui tient à l'erreur technique, qui n'a pas convaincu les interlocuteurs en face. Mais comme on dit, Robert Namias, le diable est dans les détails, et c'est justement ce diable de détails qu'essaye d'instrumentaliser les complotistes, les conspirationnistes. Oui, parce que deux choses, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Le complotisme, c'est vieux de plusieurs siècles. Il est assez daté d'ailleurs dans le temps. Il est vraiment né, j'en parlerai si vous voulez un peu plus longuement tout à l'heure,
au lendemain de la Révolution française, il y a un abbé qui s'appelait l'abbé Baruel, Oui. et qui a commencé à mettre en doute la spontanéité de la Révolution française et à dire qu'elle n'était que le fait de réseaux sectaires organisés et qui avaient totalement manipulé l'ensemble des acteurs de la Révolution française. Le vrai complotisme, le vrai complotisme, il date de là. Mais moi, ce que je veux dire, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que ce phénomène existe à chaque fois qu'il y a un grand mouvement d'opinion qui apparaît consensuel. À partir du moment où il y a un mouvement d'opinion qui apparaît consensuel et qui focalise l'ensemble, d'abord aujourd'hui des médias, dans le traitement, et puis l'ensemble des opinions, voire des opinions mondiales. On peut parler évidemment du 11 septembre, par exemple. À partir de ce moment-là, vous voyez immédiatement sortir un certain nombre d'arguments pour dire mais moi on ne me la fait pas, moi je ne suis pas comme les autres, moi je suis de la minorité intelligente, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas comme tous ceux qui disent la même chose et qui adhèrent au premier degré à ce qu'on est en train de nous montrer aujourd'hui à la télévision. Moi je vais chercher la vérité. Alors ce phénomène a été évidemment considérablement amplifié depuis une quinzaine d'années par les réseaux sociaux, mais cette idée qui est presque une idée d'ordre psychanalytique, si vous voulez, intrinsèque, qu'on doit se différencier des autres sur le thème, effectivement, moi je mets en doute, d'ailleurs on m'a expliqué il y a 4 ou 5 siècles qu'il fallait toujours douter avant de se faire une opinion, eh bien c'est quelque chose qui, encore une fois, existe depuis fort longtemps. Et je cite le 11 septembre, mais de manière très proche de nous, il y a un énorme complotisme à l'égard des vaccins, par exemple. Et il y a une formidable étude très très intéressante, très approfondie, qui a été faite il y a seulement 1 an par la fondation Jean Jaurès, avec une organisation qui étudie tous les phénomènes de complotisme et qui s'appelle Conspiracy Watch. Et cette étude montre que une majorité de Français, elle a été faite en France, mais c'est vrai pour le quasi-monde entier, une majorité de Français adhèrent au moins à une thèse complotiste en ne se pensant pas complotiste, en disant mais non, moi pas du tout, je suis un type rationnel, etc. Mais oui, alors pour les vaccins, en effet, quand même, là, il faudrait quand même se poser des questions. L'idée qu'il y aurait une entente entre les laboratoires, ce serait qu'une vocation la politique financière. Pro-vaccin des gouvernements depuis toujours, d'ailleurs, depuis quasiment le début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, et bien que cette politique est totalement entre les mains, en l'occurrence des laboratoires pharmaceutiques. Mais ça, c'est le plus évident, et encore une fois, c'est très répandu. Et si vous dites à ces gens-là, ceux qui émettent des doutes sur les vaccins, mais vous êtes un complotiste, enfin, soyez sérieux quand même, on voit bien l'intérêt des vaccins, etc. Vous avez vous-même fait des émissions là-dessus. On vous répondra, mais pas du tout, c'est extrêmement sérieux. J'ai la preuve que les labos ont complètement manipulé les politiques dans cette affaire. Mais vous avez mis, Robert Namias, de jolis mots en parlant de la nécessité aussi de douter, de se mettre à l'écart, de réfléchir. Il y a quand même un certain nombre de décérébrés qui véhiculent justement ces théories du complot et qui sont presque dans une pathologie de la paranoïa systématique, Fabrice Epelboin. Qui sont dans la recherche désespérée à tout prix d'une explication simple à l'hypercomplexité auquel ils font face. Et ça, c'est général dans la société aujourd'hui parce que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, fait face à une hypercomplexité. On a là une hypercomplexité dans les mouvements sociaux qu'il est impossible de lire avec les outils propres aux mouvements sociaux du XXe siècle, et donc ça provoque un effet de panique ou un effet de se raccrocher à ce qu'on arrive à distinguer avec un prisme de lecture qui est vraiment hérité du siècle passé, des mouvements syndicaux et de l'histoire du syndicalisme. Et de l'autre côté, on a une partie qui est très très majoritaire de la population, qui depuis effectivement 20 ans s'est réfugiée ailleurs que dans l'explication du monde donnée par les médias mainstream, qui a rejoint aussi bien des sphères très nauséabondes et très complotistes, voire extrémistes d'un point de vue politique, mais aussi une vaste quantité de gens qui s'intéressent à des courants politiques qui n'ont pas leur place dans les médias mainstream. Et tout ça constitue aujourd'hui une très large majorité de l'opinion publique. Et quand on regarde ou les films conspirationnistes ou
justement la description d'une séquence avec les explications du complot, parfois on reste un peu soufflé parce qu'il y a des détails qui nous font nous-mêmes douter. On mettra un certain nombre sur la table dans un instant avant de donner la parole à Christophe depuis Rennes. Monsieur, je ne vous oublie pas, c'est à vous juste après la pause avec Robert Namias, Fabrice Epelboin et Julie pour vous. Comment et pourquoi surgissent les théories du complot, particulièrement celle toute récente qui relie l'attentat de Strasbourg à l'épisode des Gilets jaunes? Wendy Bouchard. Des théories du complot relancées après des attentats, en effet, ou des événements exceptionnels. Nos invités vont nous dire que c'est presque classique, hélas. Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux, et Robert Namias, grande voix d'Europe 1. Ils sont là pour décrypter avec vous ces théories du complot. Et Christophe nous rejoint depuis Rennes au 39-21. Merci monsieur d'échanger avec nous sur ce sujet. Bonjour. Bonjour Wendy, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Alors, théorie du complot, je pense que vous les avez vues fleurir également depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux pour les toutes récentes dont nous parlons. Oh que oui, malheureusement. Quel est votre rapport par rapport à ces informations, ces fausses rumeurs, ces rumeurs et ces fausses informations? Moi je pense que ça se... Enfin, il y a deux catégories de gens... J'ai un retour là qui me gêne dans le... Mais nous on vous entend bien Christophe. Donc, bon. Oui, donc il y a des gens extrêmement mal intentionnés, intelligents dans le mauvais sens du terme, qui s'adressent à des gens qui paniquent, qui manquent de recul, qui manquent de connaissances et de stabilité, et qui s'enferment dans ces réseaux sociaux qui ne font qu'accroître depuis 15-20 ans, comme le disait très justement Robert Namias tout à l'heure. Et en fait, ça réduit la pensée. La théorie du complot, elle a toujours existé. Alors, je ne retourne pas à la Révolution française, mais je notais tout à l'heure Roswell, la découverte de la Lune. Enfin, on a marché sur la Lune qui n'aurait pas existé le 11 septembre. Je pensais aussi aux sorcières de Salem, c'est-à-dire le complot avec le diable derrière. C'est à chacun de nous de peser les choses, d'en discuter aussi avec les autres, d'aller chercher les sources. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a fait beaucoup de mal, c'est certains candidats en 2017, pendant la campagne 2016-2017, qui ont énormément craché sur les médias et qui ont décrédibilisé les médias, ce qu'on appelle mainstream. Oui. Et du coup, beaucoup de gens finalement font confiance dangereusement aux réseaux sociaux. Et vont chercher des sources de soi-dit informations ailleurs, pour reprendre l'expression qui était celle de Coluche relayée tout à l'heure par Robert Namias, le sentiment qu'on ne nous dit pas tout. Christophe, très intéressante réflexion que vous nous livrez là. Est-ce que vous pouvez rester avec nous, parce que je voudrais vous faire réagir, Fabrice Epelboin, sur ce que disait notre auditeur, notamment l'homme qui a marché sur la Lune. Alors là, l'événement était tellement exceptionnel qu'un certain nombre justement de citoyens du monde entier se sont mis à douter, en se disant non, ça s'est fait en studio cette histoire, regardez la photo, regardez le drapeau. Enfin, on a commencé à mettre bout à bout un certain nombre d'éléments corroborant le fait que c'était pas sur la Lune, mais c'était... Et c'était bien avant les réseaux sociaux. Bien sûr. L'exemple de Robert est frappant. Cette théorie du complot autour de la Révolution française, qui ne serait pas un événement spontané, mais qui serait mené par des puissances extérieures, ça résonne incroyablement avec la situation actuelle sur d'autres complots. Et c'est, encore une fois, tout à fait normal qu'un groupe qui panique cède à des explications simplistes. Je vous rappelle qu'il y a quelques millénaires, la foudre ou n'importe quel événement naturel. Pourquoi la panique liée à l'événement sur la Lune? C'est simplement que l'événement était trop gros pour être trop gros, et puis surtout une défiance très naturelle aux États-Unis. C'est gravé dans leur constitution, la défiance vis-à-vis de l'État. Aux États-Unis, on se méfie de l'État. Ça fait partie des fondamentaux de la Constitution américaine. C'est naturel de se méfier de l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'on autorise les citoyens à s'armer, pour éventuellement faire face à un État autoritaire un jour ou l'autre. C'est dans les gènes des États-Unis, et fondamentalement ce à quoi on assiste aujourd'hui, notamment à travers l'extension de Facebook, qui n'est guère qu'une extension de la Constitution américaine sur des terres étrangères. On assiste à une américanisation de la façon dont on peut discuter en société, échanger des informations en société, sous couvert, en l'occurrence, du premier amendement qui autorise une expression libre et totalement libre, ce qui n'est pas le cas, évidemment, en dehors des États-Unis. On reviendra sur les Américains, mais Christophe mettait en avant aussi il y a les propos des candidats à la présidentielle qui ont décrédibilisé les médias. Ça a joué aussi pour vous, Robert Namias? Oui, je crois d'ailleurs, honnêtement, il faut le dire avec honnêteté, que
les médias n'ont rien fait pour se recrédibiliser aussi, c'est vrai, et y compris dans la façon dont le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement social bien réel, qui a une existence propre et qui a donné les résultats provisoire pour l'instant qu'il a donné avec notamment les décisions annoncées lundi. Ce mouvement est un vrai mouvement, sauf que on a bien vu quand même qu'il était tellement difficile à cerner, tellement polymorphe, qu'on a guère pris de précautions, et on l'a vu avec effectivement les dernières déclarations complotistes de l'un ou de l'autre. On n'a pas pris les précautions minimum pour évaluer la qualité des gens que l'on faisait parler. Ça a été vrai sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les chaînes de radio. Il faut le reconnaître. Oui, c'est pas les médias qui ont fait naître les théories. Non, mais on ne fera quand même pas l'économie d'une réflexion sur. À chaque fois, on dit il y a eu l'affaire Baudis il y a 20 ans, et puis il y en a eu d'autres depuis. À chaque fois, on dit cette fois, on va travailler, on va réfléchir. Et puis, dans le mouvement général, la concurrence globale des médias, eh bien, à chaque fois, on recommence à ne pas prendre les précautions minimum. Et tout cela est perçu par l'opinion. Et tout cela fait que progressivement, il y a une décrédibilisation des médias. C'est-à-dire qu'elle est loin. Les médias sont loin d'être ce que l'on dit d'eux. Ils font pour l'essentiel leur travail très convenablement, très difficilement. Robert, aujourd'hui concurrencés par les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de réflexion à faire et à mener par les médias eux-mêmes. À tout de suite. Au lendemain de la fusillade à Strasbourg, nous nous demandons pourquoi les théories du complot fascinent autant. Wendy Bouchard. Oui, on y revient avec nos invités, Robert Namias et Fabrice Epelboin, enseignants à Sciences Po Paris, spécialistes des réseaux sociaux. Et bien, ils réagissent, nos auditeurs aussi, sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Europe 1. Locotte nous dit, à l'instant, vous contestez une théorie du complot, c'est forcément louche et ça prouve bien que le complotiste a raison. Alors là, en effet, il faut réfléchir à la structure de la phrase, mais à partir du moment où on essaye d'analyser, à partir du moment où on essaye de décomposer aussi les éléments d'un complot, on se trahit. C'est étonnant comme réflexion. Si vous parlez depuis les médias à des gens qui n'ont plus la moindre confiance dans les médias, c'est sûr que ça ne sert strictement à rien de faire du debunking, comme on dit. C'est peine perdue. On est déjà face à une bonne partie de la population qui ne croit pas les médias, quoi qu'ils disent. Donc on n'est pas armés, nous, médias traditionnels, pour lutter contre ces complots. C'est vrai, mais derrière ce tweet, il y a une réalité. Ça apparaît comme ça, soit un jeu de mots, soit une pirouette, mais pas du tout. Le fait même que les médias ou les politiques parlent de complot participe pour ces gens-là du complot précisément. Mais c'est une réalité. Il y a une telle défiance aujourd'hui à l'égard de la parole publique, qu'elle émane des politiques, qu'elle émane des médias, qu'elle émane d'ailleurs des intellectuels, des syndicalistes. Il y a une telle défiance à l'égard de ces paroles qu'effectivement, toute prise de parole. J'écoutais hier Nicole Belloubet qui disait, on voyait bien ce qu'elle voulait dire. Elle disait, compte tenu de la situation de gravité extrême après l'attentat de Strasbourg, il me paraît souhaitable qu'il n'y ait pas de manifestation samedi. Elle l'a dit. Bon, très bien. Immédiatement, ça a fait florès sur les réseaux sociaux en disant « Mais le voilà, le complot !» C'était bien la preuve qu'il y avait un complot. C'est bien la preuve qu'ils ont organisé l'attentat, puisque dès le lendemain matin, l'un des principaux ministres du gouvernement vient dire « Ah bah du coup, il faudrait arrêter les manifestations. » C'est vrai que c'était maladroit, d'ailleurs, c'était extrêmement maladroit de la part de la ministre de la Justice. Mais au-delà de cette maladresse, c'est vrai que c'est très difficile d'en sortir parce que c'est quasiment une composante psychique. Et vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être des décérébrés. Oui, absolument. Mais il n'y a pas que des décérébrés. Il y a tous ceux qui aujourd'hui, simplement, au fil des années, ont rejoint la masse de plus en plus importante de gens qui ne croient plus tout bonnement ce qu'on leur dit. Et entre ne pas croire ce qu'on dit et élaborer derrière des thèses complotistes, eh bien, il y a un pas qui a été franchi par les réseaux sociaux. Oui, et la preuve, 79% des Français croient au moins à une théorie du complot. Vous parliez des vaccins tout à l'heure, Robert. Un Français sur 4 pense que le gouvernement américain est impliqué dans les attentats du 11 septembre. 16% des Français pensent que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Donc voilà, on en accumule un certain nombre. Vous vouliez réagir, Fabrice Epelboin, là-dessus? Alors je vais reprendre le constat très juste de Robert Namias et l'étendre dans une espèce d'histoire des médias sur les 2 dernières générations. Il faut bien comprendre que si on remonte à Mitterrand,
on a commencé à interdire l'expression de tout un tas de choses, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, ce qui fait qu'on a inscrit dans la loi l'interdiction de certaines paroles, et on a au passage privé de parole bon nombre de gens, notamment évidemment à l'extrême droite, et puis on a enquillé une génération plus tard, à la fin des années 90, sur un double phénomène. D'une part, l'exclusion du champ médiatique d'une quantité croissante de personnes. Ça a commencé avec Jean-Marie Le Pen et son détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça a continué sur Dieudonné, et puis ça a enquillé sur l'exclusion quasi systématique de tous ceux qui avaient voté non au référendum de 2005 et tout un tas d'autres. Donc au final, parallèlement à ça, on avait la naissance d'une première bulle informationnelle qui, elle, n'était pas liée à Internet, qui était liée aux antennes satellites et à Al Jazeera dans tout un tas d'endroits en France, et puis l'arrivée des réseaux sociaux qui fait que, au final, on se retrouve aujourd'hui avec une très vaste majorité de l'opinion publique qui n'est pas représentée dans les médias et qui s'est développée depuis une génération sur les réseaux sociaux. Donc qui a adapté ces modes de mouvement militant. Ils se sont créés un espace à eux. Au-delà de se créer un espace, ils se sont adaptés en une génération. Il faut bien comprendre que ces gens-là, pour les plus jeunes, ont appris leur méthode de lutte sociale, leur méthodologie dialectique, la façon de faire valoir leur opinion de leurs parents. Ils ont une génération d'avance. Et ils ont des mouvements sociaux, des courants de pensée qui ont été déjà façonnés depuis 20 ans par ces technologies sociales, et qui font qu'aujourd'hui ils sont parfaitement adaptés à ce qui est en train de se passer. C'est aussi pour ça qu'on a cette sensation que le Front National récupère. En fait, pas du tout. Le Front National est là depuis une génération, donc ils sont comme un poisson dans l'eau dans cet environnement-là, au même titre que tout un tas d'autres courants politiques. Messieurs, parce que Jean-Luc va échanger avec vous précisément sur ce sujet juste après une petite pause. Jean-Luc, merci d'être avec nous d'ici les Moulineaux. On vous retrouve tout de suite, monsieur. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Après l'attaque de Strasbourg mardi soir, de nombreux internautes assurent que le gouvernement ou les services secrets sont à l'origine du drame. Une théorie fermement démentie, bien sûr, par le gouvernement. Avec, oui, absolument, Julie, des théories du complot qui continuent, cela dit, de fasciner. Et on s'y intéresse encore quelques minutes avec nos invités. Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux. Et avec Robert Namias, grande voix d'Europe 1. Messieurs, c'est Jean-Luc qui nous rejoint au 3921 depuis ici les Moulineaux. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour tout le monde. Avec votre analyse aussi sur cette théorie du complot, comme citoyen, comment la recevez-vous ? Moi, je crois que, c'est vrai que depuis un mois, il y a beaucoup alors, de théories du complot ou de bêtises qui sont dites un peu partout sur les ronds-points et à la télévision. Après, il y a des militants qui alimentent tout ça. Et en particulier, évidemment, l'extrême gauche et l'extrême droite, avec, à mon avis, deux objectifs complètement différents. L'extrême droite, Marine, elle est dans une logique politique. On la voit pas beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire que, elle avance pour prendre sa marge aux européennes et rebondir derrière, municipale, présidentielle. Alors que l'extrême gauche, les insoumis, je pense qu'ils sont plus dans une logique de coup d'État. Un peu Mitterrand 68. Ça leur coûtait cher d'ailleurs. Et eux, ils imaginent, je pense, et ils alimentent ce sujet-là, que, ma foi, il faut prendre l'Élysée, comme on a pu prendre la Bastille. Et d'ailleurs, insoumis et Felloni, c'est pas très loin. Ça, c'est votre opinion, Jean-Luc. En tout cas, laissez dire, laissez faire. Ça, c'est la théorie des extrêmes de votre point de vue, entre rumeurs, fake news et théorie du complot. Robert Namias va vous répondre et échanger avec vous, Jean-Luc. Robert. C'est une très 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 bonne analyse. Je reviens, je parlais de l'abbé Barruel, que certains découvrent, j'imagine, en nous entendant ce matin. Sous la Révolution française. Mais effectivement, qui était un contre-révolutionnaire, mais il y a quelque chose de lié à une pensée antimoderniste, anti-évolutionniste dans le complotisme, de manière générale. Je veux pas, nous n'aurions pas le temps d'évoquer la légende des Illuminés, qui seraient, cette légende le dit, des chefs invisibles manipulant les gouvernements pour exercer le pouvoir dans l'ombre des élus. Mais cette idée du complot qui a été développée depuis 2 siècles, s'est encore nourrie par le fait que on voulait voir des communautés qui, pour des raisons historiques bien plus anciennes, n'hier, on voulait voir des communautés que l'on veut combattre. Parlons clair, il y a dans le complotisme beaucoup d'antisémitisme. Il y a dans le complotisme beaucoup d'anti-francs-maçons. Vous savez, le négationnisme, c'est du complotisme. Le fait d'avoir nié, et c'est quand même la portée par l'extrême droite. Monsieur a raison de parler des insoumis, mais c'est autre chose. Mais globalement, on voit
et plusieurs études, notamment une étude, je parlais de l'étude de la Fondation Jean Jaurès, mais il y a une étude de l'Institut YouGov qui a été réalisée au mois d'août sur 9 pays. Et c'est très intéressant parce que les marqueurs sont les mêmes. Les plus adeptes des pensées complotistes de toute nature sont toujours proches des extrêmes, quels que soient les pays. Et proches de l'extrême droite, voire des insoumis beaucoup plus de l'extrême droite en France. Et on voit bien que l'extrême droite elle-même, d'une certaine manière, ne fait rien pour couper court à ces rumeurs et à ces idées de complot. Elle a plutôt tendance à surfer dessus. Et c'est vrai également pour une partie de ce que recouvrent les insoumis. Mais on sait bien que la frontière est poreuse entre la pensée d'un certain nombre d'adhérents insoumis et la pensée d'un certain nombre d'adhérents du Front National. Donc, si on retrouve en plus chez les insoumis l'ancienne pensée communiste, on a bien vu les passages politiques, électoraux dans les années 80-90 entre les électeurs du Parti communiste et les électeurs du Front National. Eh bien, on retrouve tout cela dans tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sans même parfois le reconnaître eux-mêmes, adhèrent aux thèses complotistes. Oui, récupérés par les extrêmes. En tout cas, l'extrême droite, pour vous, Fabrice Epelboin ? Alors, récupérés par les extrêmes, pas tant que ça. En fait, les extrêmes sont, depuis une génération, dans cet environnement qui exclut des médias et donc, naturellement, n'ont même pas besoin de récupérer. Ils sont là, ils ont les méthodes dialectiques, ils ont les tactiques, ils ont la façon de monter un mouvement politique, la façon de parler à des communautés, la façon de gérer des communautés, tout un tas de choses que le clan des progressistes ignore parfaitement. Donc, on est face à, finalement, une autre partie de l'opinion publique qui est très, très largement majoritaire, qui n'est pas du tout représentée dans les médias ou alors de façon parfaitement caricaturale et qui, aujourd'hui, effectivement, a un problème avec la gestion de l'information, dans la mesure où il n'y a pas de régulation d'information. Il est obligé d'avoir ses propres médias, et il y en a d'une qualité remarquable dans cet environnement qui n'apparaît pas aux yeux des médias. Et à partir de là, c'est très facile, effectivement, qualité de voir... remarquable, donc on se fait avoir aussi. Non, des qualités remarquables d'un point de vue strictement journalistique. Si vous prenez, par exemple, un média comme Thinkerview, qui est une chaîne YouTube qui fait des millions de vues, vous avez une qualité journalistique remarquable. Oui, donc on peut se faire avoir. Je veux dire. Donc, c'est pas que vous pouvez vous faire avoir. Vous pouvez vous alimenter en informations de très haute qualité, très approfondies sur des sujets par des médias totalement alternatifs qui n'apparaissent pas dans les écrans radars des médias. Donc forcément, si vous basculez dans l'autre camp parce que vous êtes insoumis, parce que vous êtes Front National, parce que vous avez voté non référendum, parce que vous avez une opinion qui n'est pas reflétée dans les médias, parce que vous êtes souverainiste de gauche, il y a une myriade d'opinions publiques qui sont absents des médias, et ben vous allez avoir tendance à trouver un écosystème médiatique qui n'a pas cette solidité qu'a ce petit groupe qui aujourd'hui est très minoritaire et qui est représenté par les médias et l'environnement politique, on va dire, de gouvernement. De gouvernement, avec les médias et les citoyens qui peuvent ou pas limiter la diffusion des théories du complot. On va voir ce que dit la loi dans un instant et si la loi anti-fake news votée il y a quelques semaines peut changer la donne sur le sujet. À tout de suite avec vous, chers amis, au 3921. Vous êtes les bienvenus. De la question sur les théories du complot qui apparaissent régulièrement, presque traditionnellement, après des attentats ou des événements exceptionnels. Peut-on limiter la diffusion de ces théories du complot ? Il y a une loi quand même, la loi de 1881, avec ce délit de fausses nouvelles qui condamne à 45 000 € la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses. Lorsque l'on voit ce gilet jaune breton dire absolument n'importe quoi sur l'attentat de mardi soir, cet homme est a priori donc condamnable, Fabrice Epelboin et Robert Namias. En revanche, on a une loi sur les fake news qui a été votée il y a 3 semaines par le Parlement, qui peut changer quelque chose ou pas du tout, Robert, à la donne ? À la marge, mais vraiment à la marge, parce que d'abord la diffusion sur les réseaux sociaux est tellement rapide, large, et puis en plus là je parle sous le contrôle de notre invité, mais c'est vraiment tellement facile à contourner que certes, par exemple, la vidéo de l'autre abruti l'autre jour, à mon avis, tombe sous le coup des nouvelles lois. Et là, il y a pénalement, il peut en subir les conséquences. Mais encore une fois, ce sera à la marge. Moi, ce que je crois surtout, c'est que, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'en a pas du tout parlé là, mais enfin, c'est le complotisme, puissance 10, puissance 20, c'est l'intervention des puissances étrangères, à travers notamment des services de renseignement, pour fabriquer
ce qu'on appelle vraiment les fake news, mais les fake news qui n'ont aucun rapport avec la petite rumeur balancée sur un tweet, immédiatement trollée, etc. C'est-à-dire des fake news qui sont des vraies manipulations, dont on voit bien qu'elles ont fait irruption depuis un certain nombre d'années. Elles ont pris une grande ampleur à partir des élections américaines de 2016, des élections françaises de 2017, et on voit bien que, alors on a beaucoup parlé des Russes, mais les Américains font la même chose, puis il peut y avoir d'autres services secrets, israéliens, iraniens, chinois. Il y a là quelque chose qui est bien plus complexe, bien plus important que le complotisme, que je dirais un peu de pacotille qui a toujours fleuri depuis des années. Vous consacrerez un livre notamment à la question en janvier et vous reviendrez en parler, Robert Namias, un roman, mais voilà, inspiré de ces fake news. Fabrice Epelmoint. Ça, c'est du domaine de ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est quelque chose que j'enseigne depuis maintenant 10 ans. L'astroturfing, qui est l'art et la manière de donner une fausse impression sur Internet, donner l'impression d'un mouvement de foule, injecter de la fausse information dans un système d'information qui est un appareil médiatique de façon à le perturber. C'est très sophistiqué. Écrit de toutes pièces par des forces étrangères, soit par des groupes comme l'alt-right américaine et l'extrême droite américaine, soit la plupart du temps par des services de renseignement étrangers qui cherchent à impacter l'opinion publique d'un pays étranger et qui souvent ont un savoir-faire sur leur propre opinion. Et à ce petit jeu-là, effectivement, on a au moins 4 puissances qui sont installées en France avec des moyens opérationnels. Il y a 3 jours, on identifiait ainsi d'une fausse ONG qui, après analyse, très clairement, était plutôt une opération qatari qui cherchait à impacter directement sur la dynamique du mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce botnet russe qui, lui, essaye d'impacter sur la perception à l'international du mouvement. On est vraiment sur des opérations qui cherchent à avoir une action directe sur ce qui se passe sur le terrain en France. Et puis, on a effectivement trace des Israéliens, comme vous le disiez, Robert Namias. Ils sont au milieu de l'affaire Mueller et ils ont très clairement participé à la campagne de désinformation lors de la campagne de Donald Trump. Les Iraniens sont soupçonnés d'avoir des moyens opérationnels, mais jusqu'ici, on les a pas trop vus. Les Saoudiens et les Émiratis, par l'intermédiaire de Black Ops israéliennes, eux aussi, ont vraisemblablement des moyens tactiques et opérationnels sur le territoire français, et on est encore loin d'avoir fait le tour du problème. Et je pense que les Français eux-mêmes sont actifs. Non, alors malheureusement, c'est fort peu probable. En tout cas, moi, je n'ai jamais identifié d'opération française à l'étranger, et malheureusement, comme ce genre de propos que je suis en train de tenir, qui aujourd'hui, évidemment, à la lumière de Cambridge Analytica, deviennent des litotes et une évidence, a longtemps été traité lui-même de conspirationnisme. On l'a pas pris au sérieux, on a commencé à le prendre au sérieux lors de l'élection de Donald Trump. Je voudrais juste vous rappeler que la première élection qui a été gravement disruptée par des campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux, c'est les présidentielles sud-coréennes en 2012. Donc ça ne date pas d'hier, loin de là. On est aujourd'hui en train de regarder le fait que tout ça n'est pas une théorie du complot, et du coup, on l'accueille, on l'étudie, on la regarde, mais à titre personnel, ça fait presque 10 ans que je raconte ce genre de choses. Voilà comment l'histoire aussi s'invite dans ce sujet très fort, sensible, que vous avez décrypté avec nous, Fabrice Epelmoint et Robert Namias, les théories du complot qui fleurissent de plus en plus et qu'on a essayé d'aborder avec vous de manière accessible. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans un instant pour parler de l'univers du cirque, ma chère Julie. Merci Robert Namias, merci Fabrice Epelmoint. Et ce sera après un point météo. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe.